Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Coup d'État au Niger, la France sortie d'un autre pays du Sahel. Encore une fois, la diplomatie de M. Macron brille de mille feux. Alors il y a deux manières d'analyser ce coup d'État et surtout ce revers pour la France. La manière facile, la manière un peu plus sérieuse. La manière facile serait d'accabler M. Macron, qui le mérite bien, qui est effectivement une calamité pour ce pays. C'est la grande peste, ce monsieur. Tout ce qu'il touche, il le pourrit. Le commerce extérieur français, l'agriculture française, les rares privilèges qu'avait la France encore en Europe ou le rare poids qu'elle avait encore en Europe, eh bien, il l'a enlevé et maintenant la France se comporte comme la Bulgarie ou la Roumanie, c'est-à-dire quantité négligeable face à l'Allemagne. Il a fait avorter le deal, la négociation des sous-marins pour l'Australie, et ainsi de suite. Mais si on est vraiment sérieux, si on veut être utile, on ne peut pas vraiment se contenter d'accabler M. Macron, qu'il mérite bien, ce n'est pas le problème. Nous, on aime la France et on voudrait comprendre ce qui se passe, pourquoi la France est sortie progressivement de l'Afrique. À mon avis, il y a trois facteurs. Un facteur extérieur à l'Afrique, un facteur africain et un facteur lié à la France. Bon, d'abord le facteur extérieur à l'Afrique, c'est que plusieurs puissances mondiales veulent sortir la France de l'Afrique. Il n'y a pas que la Russie. Il y a notamment la Chine, il y a la Turquie, les États-Unis, Israël, j'en oublie d'autres peut-être, qui se positionnent en Afrique contre la France, pour prendre la place de la France. Alors elles ne sont pas forcément hostiles à la France, mais elles voient qu'il y a des cartes à jouer, elles prennent les positions de la France. Parce que l'Afrique n'est pas un Eldorado. Il y a quelques indigénistes et quelques égarés qui vous disent l'Afrique est un Eldorado pillé par la France ou par je ne sais qui, les Chinois. Non, l'Afrique est très pauvre. À part quelques pays qui sont des scandales géologiques, comme on dit, hein, comme la RDC ou le Botswana ou l'Afrique du Sud, l'Afrique est très pauvre. Parce qu'un pays est riche de sa population. Malheureusement, les populations africaines n'ont pas une forte productivité. Si vous ne me croyez pas, allez voir la Corée du Sud ou allez voir le Japon, où il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de diamants, il n'y a pas de forêt tropicale, il n'y a rien. Il n'y a que des rizières, j'exagère un peu. Mais vous avez une population ultra productive. Donc l'Afrique est très pauvre. Mais il y a des places à prendre, il y a des niches, il y a des marchés qui sont très lucratifs pour ceux qui savent bien travailler. Parce qu'on ne gère pas des ports à Abidjan comme on gère les ports à Amsterdam ou à Rotterdam. On ne gère pas, je ne sais pas moi, les trains en Côte d'Ivoire comme on gère les trains au sud de la France ou au nord de l'Italie. On ne fait pas de la téléphonie mobile au Sénégal ou au Niger comme on fait la téléphonie mobile à Londres. Les coûts sont différents, les conditions sont différentes, le climat est différent, les marges sont très différentes. Donc il faut savoir gagner de l'argent dans des conditions comme ça. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais ceux qui savent le faire, ils sont en train de prendre des positions à la France. Première chose. Pourquoi la France se fait éjecter aussi facilement? Parce que la France a baissé. La France a baissé. L'homme français a baissé. Le cadre supérieur français, l'expatrié français, le militaire français peut-être, le diplomate français a baissé. Donc il se fait expulser. Il perd les marchés commerciaux au profit des Marocains, qui font un tabac notamment en Côte d'Ivoire et au Sénégal, au profit des Libanais, comme toujours, au profit des Israéliens, bon, des Allemands, des Autrichiens, des Italiens. Parce que nous en France, nous sommes très mauvais commerciaux. On se fait lamer le pion par les pays de vendeurs, comme l'Italie du Nord, les Allemands, les Autrichiens. On se fait damer le pion par les Américains, les Sud-Africains. Enfin, je vous la fais très courte. Même les Vietnamiens maintenant interviennent en Afrique et nous prennent des marchés. Parce qu'on s'est bureaucratisé. Nos écoles de commerce, nos écoles d'ingénieurs ne fabriquent plus des hommes, elles fabriquent des cadres, c'est-à-dire des gens qui sont dans l'obéissance, dans la fameuse compliance. Nous fabriquons des scribes, nous fabriquons des scribes qui obéissent à la RSE, qui obéissent qui sont gentils, qui obéissent à la politique d'entreprise, à la politique environnementale. Nous fabriquons des scribes qui ne mangent pas de viande. Nous fabriquons des scribes qui roulent en trottinette. Or, l'Afrique a besoin d'hommes, dans le sens plein du terme. Elle n'a pas besoin d'hommes déconstruits, elle n'a pas besoin d'animaux de workspace, elle n'a pas besoin d'animaux de coworking, elle n'a pas besoin d'hommes doux qui disent oui chef, thank you very much, qui remplissent des papiers et qui ne prennent pas de risques et qui ne se battent pas.
En Afrique, il faut se battre. Même pour des marchés de climatiseurs ou des marchés pour vendre des voitures. Hein. Ce n'est pas seulement dans le marché de la sécurité qu'il faut se battre. Vous voyez ce que je veux dire? Le recul de la France se voit aussi partout, en Chine, partout, hein, même dans les pays développés, disons. Hein. La France recule partout, même en Europe. Parce qu'on ne fabrique plus des hommes, nous fabriquons des gens remplis d'eux-mêmes, enfin tellement vides qu'ils se remplissent d'obéissance à l'Europe, à des mythes. Hein. Ils croient dans des mythes. L'Europe, la Silicon Valley, la diversité, le mariage pour tous. Enfin, vous les voyez. Hein. Ils sont insupportables. Ils se font rétamer dans les marchés extérieurs, mais ils sont contents d'eux-mêmes. Voilà. C'est ça le recul de la France en Afrique. Ça vient de ça. Et ça, cette bureaucratisation, cette dévirilisation, j'aime pas le mot dévirilisation parce qu'il va très mal interprété, cette dégradation de la matière humaine, elle traverse le public, le privé, tout. Et les conséquences sont cueillies aujourd'hui sur le terrain. Vous avez aussi un changement aussi des mentalités de nos chefs. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de razzia. La génération Macron a remplacé les anciens cadres de l'Afrique, la fameuse France-Afrique, et elle les a remplacés par personne. On leur a dit, rentrez chez vous, vous ne savez rien faire, prenez votre retraite, vous êtes des fascistes, des pétainistes, des colonialistes, des racistes, vous ne savez rien faire. Bon, ils sont rentrés chez eux, mais on n'a rien mis à la place. On a mis des brochures, on a mis des vidéos, on a mis de la pub, on a mis des festivals du cinéma français, on a mis Sandrine Kiberlin, on a mis, moi je dis n'importe quoi, on a mis des actrices françaises. On a passé, comment on appelle ça? On a passé Amélie Poulain aux Africains, en croyant que ça allait remplacer l'ossature, l'armature du dialogue franco-africain, qui était un dialogue assez vicié, assez critiquable, mais qui avait un dialogue. On parlait d'homme à homme. Là, face aux Africains, il n'y a plus rien. Vous avez des enveloppes administratives qui ont peur de leur ombre et qui ne veulent surtout pas faire de vagues et qui ne veulent pas, et qui sont dans l'obéissance aux injonctions des États-Unis, de Davos. Voilà, vous voyez, il n'y a plus de poétique, me semble-t-il, et moi je vois ça de loin, hein. Il n'y a plus d'envie d'Afrique. Parce que les types qu'on envoie, j'essentialise, ils sont en Afrique comme ils seraient à Genève ou à New York ou dans la Silicon Valley. Ils sont des gens, ils sont génériques, ils sont mondialisés. Hein, ils ont tellement peur d'être traités de racistes et de colonialistes que voilà, ils parlent aux Africains comme on parle à un gars de Singapour ou un Japonais de Tokyo ou un Suisse à Genève. Voilà, donc on paie le prix. On paie le prix. Puis ils n'ont pas de désir de conquête. Parce que jusqu'aux années 80, la France, elle avait une envie d'exister, elle avait une puissance, une libido. Il y avait de la libido en France. Même en Europe, la France en imposait. Mais depuis les années 2000, la France veut mourir. Et la caste de M. Macron, l'équipe de M. Macron, c'est une équipe de fossoyeurs. Hein. Ils veulent mourir. Ils veulent mourir dans les bras de M. Biden, dans les bras de l'OTAN, dans les bras de M. Soros. Ils veulent mourir dans les égouts de Davos. Ils veulent mourir dans les quais d'Odessa. Ils veulent mourir, pour pas dire, j'allais dire, moi je le dis, à quatre pattes au Qatar hein, pour la Coupe du Monde. Hein. Ils ont vendu leur âme et leur honneur pour jouer au foot dans un pays qui ne respecte aucun droit de l'homme. Mais bon, ça c'est... Les droits de l'homme, ça ne marche que pour certains pays, pas pour d'autres. Hein. Ceux qui ont de l'argent, on les a. Ils veulent mourir déshonorés. Voilà. Donc, si tu veux, enfin, si vous voulez, ces gens-là, ne soyons pas surpris qu'en Afrique, ils ne mordent pas le beefsteak. Ils sont là, ils remplissent des places, tout simplement. Bon. J'essentialise évidemment. Il y a des gens très bien dans le corps diplomatique et dans le monde privé. Mais je pense que je ne suis pas loin de la réalité. Ça, c'est la France. Du côté africain, il y a un grand changement en Afrique, changement des mentalités, chez les élites et chez le peuple. Chez les élites, ils ont CNN, ils regardent la télé, donc ils voient qu'il y a la Chine qui est montée, ils voient que la Turquie est montée, ils voient qu'il y a les BRICS, ils voient qu'ils peuvent jouer d'autres cartes que la carte française. Donc ils maximisent leur jeu et ils ne sont plus obligés d'aller à Paris pour passer leurs vacances ou à Chamonix pour passer leurs vacances.
ils peuvent aller à Dubaï, voir l'effet dévastateur qu'a eu Dubaï sur l'image de la France. Même si Dubaï n'en veut pas à la France, mais Dubaï a montré aux Arabes, mais surtout aux Africains, aux Arabes et aux Africains, qu'il était possible de vivre à l'occidental, dans un pays où on ne vous embête pas par rapport aux droits de l'homme, où on ne parle pas français, où il n'y a pas de démocratie. C'est beaucoup plus moderne que la France par plusieurs aspects. C'est beaucoup plus sûr que Paris. Il n'y a pas de rats, il n'y a pas de MNA, il n'y a pas de délinquants. Les femmes peuvent aller et venir sans se faire violer devant comme on se fait violer maintenant devant la Tour Eiffel. Voilà. Donc, et puis on peut y faire du business, parce que les élites africaines et arabes, elles veulent l'argent avant toute chose, business. Donc le business a lieu maintenant à Dubaï, par extension dans les pays du Golfe et ailleurs. Il n'a plus vraiment lieu en France qui se déclasse. Qui se déclasse. Voilà. Donc vous avez ces élites-là, elles vont aller chercher les Américains, les Arabes. Et à Dubaï, on trouve tout le monde. Hein, elles vont chercher les Chinois et ainsi de suite. Vous avez les peuples africains qui, au bout de 60 ans d'indépendance, sont au même point, c'est-à-dire une catastrophe absolue, et qui, au lieu de se remettre en question, préfèrent dire c'est la faute à la France. Je la fais très courte. Là aussi, je fais une coupe franche. Mais c'est toujours plus facile d'accuser Paris que de s'accuser soi-même. C'est toujours plus facile d'accuser un pays qui est à 6 000 ou 10 000 km de distance que de se regarder soi-même et de dire, écoute, si moi je suis malien et mon pays n'avance pas, c'est que peut-être moi ou ma collectivité ou mon peuple, d'un point de vue conscient ou inconscient, parce qu'il y a l'inconscient collectif, peut-être que moi ou nous sommes responsables de notre malheur. Notre manière de nous gouverner, notre manière de nous gérer, notre dynamisme, notre investissement. Oui, chaque peuple est responsable de son développement ou de sa misère. Là, vous avez une fuite. Au lieu de dire qu'est-ce qu'on a fait de mal, parce qu'en 60 ans, la Corée du Sud est arrivée, la Corée du Sud est ce qu'elle est devenue, un pays ultra développé, Taïwan, et le Congo, le Sénégal, le Mali sont restés, bon, je compare des pays qui sont dissemblables, mais ils sont restés très pauvres. L'Afrique est très pauvre. Donc, c'est très facile de dire c'est la faute aux Français. D'autant plus que les concurrents de la France, culturels, les Turcs, les Américains, les Chinois, même les Arabes, les Saoudiens ou les Émiratis, ils disent aux Africains ne changez surtout pas. L'Africain reçoit ça avec bonheur. Parce que les Français, avec tous leurs défauts, malgré tous leurs défauts, ils demandaient aux Africains de changer, notamment d'accepter les droits de l'homme, l'égalité homme-femme, l'égalité entre les ethnies. Ces changements-là embêtent l'homme, qu'il soit africain, arabe ou ailleurs. Parce que personne, moi le premier, n'aime sortir de sa zone de confort. Là, avec les Turcs, les Saoudiens, les Émiratis, les Chinois, je ne sais qui, ils leur disent restez comme vous êtes, c'est le droit à la différence, c'est SOS racisme. SOS racisme appliqué aux affaires internationales. C'est ne changez surtout pas, on vous aime comme vous êtes. C'est génial. D'où le refus de la France. Mais ce refus de la France, ce rejet épidermique, ces foules qui manifestent devant les ambassades françaises, moi j'ai pitié d'elles. Parce que ce n'est pas la France qui a un problème, c'est plus elles qui ont un problème avec eux-mêmes. Moi je vois des foules égarées. Parce qu'il aurait fallu manifester contre le palais présidentiel et contre soi-même. Parce qu'un pays, ne peut pas descendre aussi bas que le Niger ou le Mali ou le Burkina ou la RCA sans la collaboration active de ses habitants. L'Afrique va mal à cause des Africains. Je le répète et je l'assume, l'Afrique va mal à cause des Africains. Comme la France va mal à cause des Français. Moi, je n'en veux pas à Georges Soros ou à, je sais qui, moi, à Ursula von der Leyen. Hein. La France va mal à cause des Français. Bon, ça, on en a parlé plusieurs fois. Et même, bon, on en a parlé plusieurs fois. Donc voilà, trois facteurs. Un facteur concurrence internationale qui chasse la France de l'Afrique. Une France affaiblie, une France tout à fait égarée, avec des cadres supérieurs. On lui est place d'hommes d'affaires, des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires, de grands diplomates, de grands hommes d'État, des grands commis de l'État. Voilà, donc ça c'est... Et vous avez une Afrique, des mentalités qui ont changé, dans le bon sens, chez les élites, puisqu'elles veulent maximiser leur jeu, ou dans un sens plutôt pervers, pour essayer de ne surtout pas changer. Voilà. D'autant plus, j'allais l'oublier, les foules africaines voient l'idéologie LGBT en France, ben elles disent, écoutez les gars, on préfère les Turcs ou les Marocains, ou
ou les Arabes ou les Chinois, au moins un homme restera un homme, une femme restera une femme. Voilà. Il faut payer le prix de son idéologie. Hein. Voilà, on le paye. Maintenant, pour conclure, une note d'espoir. Le Niger peut tomber dans l'escarcelle des Russes, peut tomber. Le Mali peut tomber chez les Turcs, chez les Russes. Enfin, la RCA peut élire un Russe, un tsar russe comme président. La France restera en Afrique. Parce que la France a réussi à s'installer là où il est très difficile de la sortir. Elle est dans les neurones des Africains. En tout cas, des Africains de la zone francophone. Mali, Sénégal, RCA, Guinée, ainsi de suite, Cameroun, Côte d'Ivoire, tout ça, Congo, Tchad et tout ça. La France est installée dans les neurones parce que la France répond à un besoin essentiel des peuples africains. Elle leur donne une langue, le français. Le français. Ces pays n'ont pas de langue. D'abord, ils n'ont pas de langue nationale, puisque ce sont des pays formés sur le tard, grâce ou à cause de la colonisation. Je vous renvoie vers mon livre, une contre-histoire de la colonisation française. La France a fait le Sénégal, la France a formé la Côte d'Ivoire, qui n'existait pas avant, la France a formé le Tchad, elle a formé le Niger. Voilà. Donc, ce sont des pays où vous avez à ce jour 300, 400 langues, en Côte d'Ivoire, notamment au Tchad. Voilà. La France, le français, permet à ces pays d'avoir une langue qui est d'élite, une langue d'excellence, une langue qui donne accès à la modernité, et qui est là, et qui est gratuite. Et l'homme de la rue l'a compris. Même si l'homme de la rue dit « Ah bah la France, vive Wagner », il le dit en français. Tant qu'il le dit en français, ne vous inquiétez pas trop. Le jour où il le dira en russe, en chinois, là on en reparle. Il le dit en arabe. Le grand rival de la France en Afrique, c'est l'islam et le monde arabe. Parce que la colonisation, ça je le dis dans mon livre, la colonisation, il y a eu 2 colonisations en même temps au 19e siècle en Afrique. Ça, nos amis indigénistes l'ont raté, comme tellement de choses. Nos amis de gauche l'ont raté. Enfin, la gauche, Sandrine Rousseau. Il y a une gauche sérieuse, mais elle aussi, elle est confinée. Parce que nous avons, bon, j'ai pas de digression. Il y a eu 2 colonisations au 19e siècle. La colonisation qui venait de la mer française, de Dakar vers l'intérieur, vers la boucle du Niger, au Niger actuel notamment, anglaise notamment, qui venait aussi de la mangrove de Lagos vers le fleuve, le lac Tchad, là aussi, hein, sur le Niger, le fleuve Congo, français et belge, vers l'intérieur, vers les grands lacs. Ça, c'est la colonisation chrétienne. Et vous aviez une colonisation arabe, musulmane, qui venait de l'intérieur. Sauf qu'elle n'avait pas de drapeau parce qu'elle était sous-traitée à des confréries, notamment à la confrérie Snoussi de Libye. Et qui a diffusé l'islam par capillarité, enfin, je ne rentre pas trop dans les détails aujourd'hui, je vous renvoie vers le livre, vers le Sahel, mais du Sahara vers la savane, des zones sèches vers les zones arrosées. Et ces 2 colonisations ont travaillé en même temps. Sauf que la colonisation française était flamboyante parce qu'elle utilisait des canons, elle avait des drapeaux, elle a tout chamboulé. Elle a mis des routes, elle a causé des remous administratifs, politiques, tout ça. La colonisation arabe, musulmane, elle était low cost et surtout était silencieuse. Mais la colonisation française partie, la colonisation musulmane a continué. Voilà. Donc le jour où les Sénégalais ou les Maliens feront un sitting devant l'ambassade de France en arabe en train de dire « Ah bah la France en arabe », là, on en reparle. Mais pour l'instant, la France a colonisé les esprits, les neurones. C'est d'ailleurs le cas au Maghreb, en Algérie, au Maroc. Les Algériens et les Marocains, on peut se fâcher avec la France tant qu'on veut. On continuera à utiliser le français. Parce que nous n'avons pas de langue nationale. Nous ne sommes ni des berbérophones, ni des arabophones. Nous avons une langue... nous avons un dialecte, la Darija, qui est un dialecte d'épicier. C'est une langue d'épicier, hein, c'est pour aller à l'épicerie. Pour le mot amour pour le mot amour, il y a un mot. Alors que dans l'arabe classique, il y a peut-être 10, 20 termes pour décrire l'amour. La couleur verte derrière moi, dans la Darija, il y a une seule couleur verte. Dans l'arabe, il y a plusieurs nuances. La Darija, c'est une langue d'épicier. Avec tous mes respects pour les épiciers, j'en suis, parce que j'ai fait une école de commerce, donc je suis un épicier, ne vous inquiétez pas. Le berbère est une langue qui s'écrit mal, qui n'a pas beaucoup de littérature, qui n'est pas connectée à l'internet, à la modernité. Donc
C'est une langue qui survit, mais elle n'est pas opérationnelle. L'arabe classique est une langue qui pourrait être intéressante pour la modernité parce qu'elle est opérationnelle. Elle a les termes techniques de l'électronique, de la technologie, tout ça. Mais c'est une langue difficile, c'est une langue d'élite. Donc elle demande beaucoup de travail. Et nos populations, notamment au Maghreb, on les a habitués avec le passage des siècles à ne pas aimer le savoir. Donc la langue arabe, pour la parler, la langue arabe classique, pour la parler comme il faut beaucoup d'efforts. Donc on se rabat sur le berbère, on se rabat sur la darija, le dialecte, et on réserve l'arabe pour la religion et pour l'administration. C'est la langue de la télévision, donc la langue de la propagande. Hein. C'est la langue où on raconte des phrases creuses, du genre tout va bien, les prix ont baissé, il n'y a pas d'inflation, on vous aime, vous êtes les plus beaux, continuez comme ça, voilà, vive la Palestine, voilà, ça sert à ça malheureusement l'arabe classique aujourd'hui au Maghreb. J'exagère un peu, bien sûr. Donc on se rabat vers le français, qui est une langue disponible et qui vit, qui a intégré les termes techniques et qui n'arrête pas de les intégrer et de vivre. Et puis, c'est pas à nous de faire... la Bibliothèque de France est gérée par les Français. Nous, on est en consommateur. On ne produit pas grand-chose d'ailleurs, même. Nous n'avons pas beaucoup d'artistes. La contribution du Maghreb comme de l'Afrique aux arts français est assez faible. Je vais encore me faire beaucoup d'amis. Hein. Mais c'est la vérité, je pense. J'espère ne pas me tromper. La scène culturelle marocaine est microscopique. La scène culturelle africaine, me semble-t-il, est microscopique. Corrigez-moi si je me trompe. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui soient excellents en Afrique noire ou au Maghreb. Il y en a. Mais ils ne sont pas assez nombreux pour faire... vous voyez le nombre de livres édités par année, chaque année au Maghreb ou en Afrique, c'est ridicule. Le nombre de films. On dirait les films, c'est cher. Alors, le nombre de livres. Maintenant, un livre, ça s'édite gratuitement sur Amazon. Hein. Très peu. Bon, donc voilà, donc la France, les Africains peuvent aller flirter avec les Turcs, les Russes, ils reviendront à la France. Maintenant, le problème, c'est quelle France retrouveront-ils? Et là, la question est vertigineuse parce que dans 10 ans, 20 ans, la France sera noire et arabe. Vous me connaissez un peu, je fais du second degré, mais à peine. Hein. Donc, quel dialogue franco-africain demain? Ce sera un dialogue africain, afro-africain ou arabo-africain. La France devenant un pays arabe, musulman et noir, par la force du chamboulement démographique, pour ne pas dire autre chose, pour ne pas dire le terme interdit. Question vertigineuse. Le futur Lévi-Strauss y répondra, ou tentera d'y répondre. Alors comment il appellera son livre? Triste Tropique, peut-être pas. Je ne sais pas comment il l'appellera, hein, mais pas Triste Tropique, hein, on l'appellera... je ne sais pas, tropique déplacé, ou tropique transplanté, ou tropique perdu, parce que finalement la France sera tropicalisée, parce que maintenant le Mali est en France, l'Algérie est en France, enfin l'Algérie c'est pas tropique, mais vous m'avez compris, les problèmes du Congo sont en France, le Niger est en France, je parle des diasporas, voilà, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais il y a une tropicalisation de la France. Bon, on en reparlera une autre fois. Allez, j'espère que cette vidéo a été utile. N'hésitez pas à acheter les livres et à cliquer et à partager.